européenne sont indispensables au développement. L'UE est une formidable opportunité pour que les jeunes voyagent. C'est grâce à l'UE que les droits de l'homme sont protégés et que la démocratie est garantie. Bon, alors, chers citoyens, courez vite aux urnes le 26 mai pour faire élire ceux qui feront entendre vos voix et respecter vos choix. Donc, voici la complainte lancinante, reprise en chœur par leurs journalistes, leurs économistes, leurs politologues et politiciens, dépêchés dans les médias par les profiteurs de l'ultralibéralisme. Mais que nous disent les faits et les chiffres? Dans le dossier de Jikambout que je vais vous présenter, le CNCP propose des éléments qui pourront contribuer à une analyse objective de la réalité. En premier lieu, en nous référant à 4 documents, nous montrons que l'Union européenne est une construction au service des vampires de la finance et des multinationales. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe se retrouve dévastée. Face à la montée en puissance des USA et surtout se sentant menacée par la construction du camp socialiste autour de l'URSS, les capitalistes européens se sont accordés sur la nécessité d'assurer une paix durable sur leur continent, s'appuyant sur une solidarité de production entre la France et l'Allemagne dans le secteur stratégique du charbon et de l'acier. Dès l'origine, la construction de l'Union européenne a pour ADN le regroupement des classes dominantes des différents pays pour la défense de leurs propres intérêts. Personne ne peut nier que la gouvernance de l'Union européenne a abouti à la constitution de grands groupes contrôlant l'économie dans tous les domaines, industrie, agriculture, banques, médias, etc. Toutes les législations et toutes les directives européennes ont le même objectif, imposer au peuple un ultralibéralisme sauvage. De toute façon, seuls peuvent arriver au pouvoir ceux qui bénéficient de la puissance financière et du soutien des empires médiatiques, des capitalistes et des multinationales. Emmanuel Macron est une illustration emblématique. En retour, les véritables manettes restent dans les mains des lobbies de leurs parrains. Le premier texte est un extrait d'une tribune de Jan Broussat, tête de liste du PCF aux élections européennes. Il décrit la réalité du lobbying au sein des institutions de l'Union européenne. Voici ce qu'il nous apprend. Je n'ai pas de morale. Je vais là où mes intérêts et ceux de mes clients seront le mieux représentés. Ces mots de Thierry Coste, lobbyiste en chef de la ruralité et des armes à feu auprès du président Macron, résument parfaitement un mal grandissant de nos démocraties, les lobbies. Parmi les institutions les plus perméables aux lobbies, l'Union européenne se détache incontestablement avec plus de 10 000 organisations inscrites au registre officiel des lobbies. Bruxelles est la capitale européenne des intérêts privés. Les chiffres ont de quoi effrayer. D'après Transparency International, ce sont 30 000 personnes qui sont présentes à Bruxelles dans le seul but d'influencer la décision politique, soit 2 fois plus que le nombre de fonctionnaires européens. La lutte est déséquilibrée. Pour un député européen, on compte 40 lobbyistes. Et lorsque les mandats politiques s'achèvent, nombreux sont les anciens commissaires européens ou députés à rejoindre les lobbies. 50% des anciens commissaires et 30% des députés, pour être précis. On se souvient que José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, pendant 10 ans, devenu lobbyiste, sitôt son mandat terminé, au profit de la banque américaine Goldman Sachs. Le second document, extrait de l'article de Jean-Luc Chassoffer, publié sur le site atlantico.fr, peuvent nous éclairer sur ce sujet. Il y explique qu'en France, en vertu de la loi du 3 janvier 1973, inspirée par le lobby des banques, l'État est obligé de passer par le système des banques privées pour financer son endettement. Entre 1990 et 2001,
34 pays vont abandonner leur capacité à faire financer les excédents de dépenses publiques par leur banque centrale pour la confier à l'industrie de la finance privée. Désormais, cette logique est, comme on le sait, inscrite dans le marbre des traités européens qui interdisent à la Banque centrale européenne de procéder à des avances au bénéfice des États au même taux qu'elle prête pourtant aux banques. Les États perdent donc leur capacité d'utiliser la monnaie pour soutenir leur développement économique. Rien n'est possible sans le soutien des banques privées ou des marchés, même pour investir de manière rentable dans le long terme. Cette rigueur a toutefois ses limites. Il est en effet permis à la BCE, la Banque centrale européenne, par la force des choses, de fausser le marché, achetant indirectement la dette aux banques et au système financier, comme elle a fait pour un montant de 200 milliards d'euros, via une forme de monétisation. L'on découvre alors que la BCE s'autorise à créer de la monnaie à partir de rien, mais seulement pour sauver les banques et le système financier, tout en s'interdisant la même technique pour sauver les États. Ou bien l'État met sous contrôle la finance, ou bien la finance met l'État sous contrôle. Soit c'est le peuple qui est le souverain via les élus, soit c'est le système financier par les agences de notation, les banques, les institutions financières. Qui est le souverain dictant au peuple et à ses élus la politique à suivre? Et comme conséquence, un pouvoir qu'on ne peut plus sanctionner puisqu'il n'est pas élu et n'a même pas de visage. La dépossession progressive de toute l'attitude monétaire des États ne pose donc pas seulement un problème économique, elle représente aussi un effroyable déni de démocratie. La volonté et les intérêts des acteurs de la finance primant de facto sur ceux des peuples. Alors on peut dire, quel crédit peut-on alors accorder à tous ces politiciens qui promettent de développer une politique autocentrée et endogène au service de la population dans ce cadre-là? Le troisième document porte sur la question de la déréglementation. Il s'agit d'extraits d'un autre article de Yann Bossa que nous avons déjà cité plus haut. Il a été publié sur le site humanité.fr. On nous dit, d'une part, le 13 février, en toute discrétion, le Parlement européen a validé un accord commercial avec le paradis fiscal Singapour. Peu importe que ce pays autoritaire n'ait même pas signé certaines conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Ce traité de libre-échange donnera des coudées franches aux multinationales qui pourront recourir à un tribunal arbitral pour attaquer les législations des pays membres de l'Union européenne. D'autre part, par le biais d'une justice privée mise en place par les traités internationaux, les grands groupes peuvent ainsi obtenir des millions de dédommagements de la part des États qui ne leur ouvrent pas leurs portes. En mars 2018, un assureur néerlandais attaquait ainsi la Slovaquie pour ne pas avoir privatisé son assurance maladie. Et que dire de la fiabilité de ces organismes dont les jugements sont rendus par des experts, la plupart du temps issus du monde de l'entreprise et rétribués à prix d'or? Moins de contrôle douanier, moins de normes sanitaires ou environnementales et des marchandises qui font le tour de la terre pour être déversées à des milliers de kilomètres de leur lieu de production. Le quatrième document est relatif aux questions de fiscalité. Nous vous proposons un extrait d'un article de Olivier Petitjean, source multinational.org. Dans la plupart des pays européens, les multinationales paient nettement moins d'impôts que le suggère le taux d'imposition officiel. C'est ce que démontre, chiffre à l'appui, un rapport commissionné par le groupe des Verts au Parlement européen. La palme en la matière revient au Luxembourg, où le taux d'imposition théorique est de 29%,
mais où les multinationales ne reversent au fisc en moyenne que 2% de leurs bénéfices, grâce à des arrangements du type de ceux dénoncés dans le scandale des LuxLeaks. Mais les grands pays comme la France sont eux aussi concernés. Les pays européens se sont toutefois engagés ces dernières années dans une course à l'attractivité qui les a poussés à réduire progressivement leur taux d'imposition pour mieux attirer les multinationales. Le taux de l'impôt sur les sociétés en France doit ainsi être ramené progressivement de 33 à 25% à l'horizon 2022. Le tableau est édifiant dans 24 pays de l'Union européenne sur 27. Le taux réel d'imposition des bénéfices est inférieur et parfois largement inférieur au taux nominal. Le phénomène concerne non seulement les pays réputés pour leur largesse fiscale, comme les Pays-Bas, 10% d'imposition effective contre un taux nominal de 25%, ou la Belgique, 14% au lieu de 35%, mais également des pays comme la France, 17% au lieu de 33%, ou l'Allemagne, 20% au lieu de 30%. Les exceptions sont la Grèce, 28% de taux effectif contre 24% de taux nominal, et deux pays dont le taux d'imposition est déjà faible, l'Irlande, 16% de taux effectif contre 13% de taux nominal, et la Roumanie, 17% contre 16%. L'étude confirme également que dans la plupart des pays européens, plus une entreprise est grande, plus son taux d'imposition est faible. Les multinationales européennes comptent 5848 filiales dans les paradis fiscaux. Les gouvernements européens ne mènent aucune lutte conséquente contre l'optimisation fiscale ou l'évasion des avoirs dans les paradis fiscaux où ce taux d'imposition est nul, comme dans les îles Caïmans, les Bermudes, Jersey ou les Bahamas. Une nouvelle enquête publiée le 23 janvier par Richard Murphy, spécialiste de la fiscalité à l'Université de Londres et mandaté par le groupe parlementaire socialiste au Parlement européen, estime qu'en 2015, l'évasion fiscale a représenté entre 750 et 900 milliards d'euros de manque à gagner pour les États membres de l'Union européenne. Alors, chers auditeurs, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre dossier pour évoquer la politique criminelle de pillage, d'austérité menée par l'Union européenne. Alors donc, une politique criminelle de pillage et d'austérité. Il n'est plus à démontrer la volonté manifeste des gouvernements de saboter les services publics, de détricoter les droits des travailleurs et tous les dispositifs de protection sociale. Cela se fait sous injonction des institutions de l'Union européenne. Se cachant derrière une prétendue rigueur budgétaire et des exigences de compétitivité, ils imposent une politique d'austérité scélérate qui détériore gravement les conditions de vie des populations. Il est essentiel de dénoncer les objectifs de cette politique. Fermeture des bureaux de poste, des maternités, d'écoles, réduction drastique du nombre de fonctionnaires, précarisation du statut de tous les salariés, ponction sur les retraites, etc. Tout cela vise à livrer davantage encore les rênes de l'économie entre les mains des grandes entreprises capitalistes. Quand Macron supprime la taxe d'habitation, ce n'est pas simplement pour appâter les électeurs, c'est surtout pour réduire les possibilités d'action des collectivités locales et en bout de course, ouvrir au secteur privé l'accès au marché des services qu'elles sont censées mettre à la disposition des populations. Des conséquences catastrophiques pour les peuples. Selon une enquête de Eurostat,
Office statistique de l'Union européenne, publié le 17 octobre 2016, environ 119 millions de personnes, soit 23% de la population de l'Union européenne, étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2015. Près d'un Européen sur 6 est menacé de pauvreté monétaire, 1 sur 12 de privation matérielle sévère et 1 sur 10 vit dans des ménages à très faible intensité de travail. Le Laboratoire mondial des inégalités s'est livré à une étude approfondie compilant enquêtes, données fiscales et données issues des comptes nationaux. Il en ressort que l'Europe a connu une hausse généralisée des inégalités depuis les années 1980. Dans toutes les régions d'Europe, la part des revenus des 10% les plus riches a nettement augmenté. Elle s'élève aujourd'hui, quelle que soit la région, à près d'un tiers du total des revenus. Les pays de l'Est de l'Europe ont bien entendu été particulièrement concernés par cette augmentation du fait des privatisations massives et de la transition vers le capitalisme. Mais les pays du nord de l'Europe sont également devenus nettement plus inégalitaires sous le coup des réformes libérales. Ainsi, 0,001% des plus riches ont vu leur revenu augmenter de 200% en moyenne depuis 1980. Confère l'article de Savinien de Rivette, publié le 4 avril 2019, source Data Matin. Le monde paysan a été décimé par la PAC. La chute du nombre d'exploitations, la détresse des agriculteurs et des éleveurs, le nombre important de suicides en est une conséquence directe. La mortalité par suicide des agriculteurs en France est 20% supérieure à celle de la population générale, indique l'enquête de référence de Santé publique France portant sur la période 2010-2011 et de 30% sur les seuls éleveurs de bovins laitiers. Selon l'enquête, on compte un suicide d'agriculteurs presque tous les 2 jours, surtout des hommes de 45 à 54 ans. Les faits ont prouvé que la situation est moins catastrophique quand des gouvernements refusent d'appliquer servilement les directives européennes ou les recettes ultralibérales imposées par la finance internationale. C'est le cas du Portugal ou encore de l'Islande. S'en font très peu ou très mal l'écho, mais les mouvements populaires se multiplient et se généralisent en Europe. Pas une semaine ne se passe sans que, dans pratiquement tous les pays d'Europe de l'Union, tous les pays membres de l'Union européenne, ne se déroulent des mobilisations contre les politiques d'austérité, contre la corruption, contre les lois liberticides ou pour le droit à l'autodétermination des peuples. Les travailleurs des secteurs les plus variés organisent des manifestations à l'échelle européenne. Le 29 septembre 2010 est considéré comme une journée historique à cet égard, car 100 000 travailleurs venus de 30 pays répondant à l'appel de la Confédération européenne des syndicats avaient convergé à Bruxelles pour dire non aux mesures d'austérité qui sévissent en Europe, en même temps que des grèves et des manifestations se déroulaient dans de nombreux pays de l'Union européenne. Ajoutons à cela que le mouvement de lutte contre l'irresponsabilité des gouvernements en matière de lutte contre le changement climatique, mouvement déclenché par la jeunesse scolarisée, a sidéré tous les observateurs par son ampleur et sa maturité. En fait, la lutte pour un système alternatif que les classes dominantes croyaient avoir enterré revient avec une force insoupçonnée. Même si le vocabulaire utilisé au siècle dernier a muté, ce sont bien, quant au fond, des idéaux prônés par les révolutionnaires marxistes d'hier qui inspirent les mouvements populaires d'aujourd'hui. Des partis marxistes
léninines d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne, de France, de Grèce, de Norvège, d'Italie et de Turquie ont publié une déclaration commune appelant à infliger un nouveau désaveu à cette construction européenne dirigée contre les travailleurs et les peuples, ni réformable, ni amendable, en s'abstenant aux prochaines élections européennes. Un gang d'États impérialistes, prédateurs au passé criminel. On sait que si la révolution industrielle a pu se faire en Europe, c'est parce que l'Espagne, le Portugal, puis les Pays-Bas, l'Angleterre et la France avaient pu accumuler un immense capital par le biais du pillage de leurs colonies, par le massacre de millions d'autochtones qui y vivaient, par l'ignoble commerce triangulaire, par la barbare mise en esclavage d'êtres humains arrachés à l'Afrique. La prédation et le crime n'ont jamais cessé depuis. À titre d'exemple, citons le massacre de masse des peuples amérindiens et le travail forcé imposé par le Portugal et l'Espagne dans leurs anciennes colonies. Les 160 000 morts victimes des Pays-Bas qui cherchaient à mater la rébellion des indépendantistes en Indonésie entre 1945 et 1949, les massacres perpétrés par la France en Indochine, à Madagascar, au Cameroun ou en Algérie, le premier génocide et les premiers camps de concentration de l'Allemagne en Namibie, de 1884 à 1911, les crimes coloniaux de l'Angleterre au Kenya, ce ne sont que quelques exemples pris au hasard dans la longue liste d'atrocités dont ces pays sont coupables. Les agressions militaires par les pays européens, leur soutien aux pires dictatures n'a jamais été aussi brûlant qu'aujourd'hui. Faut-il rappeler leur intervention en Irak et en Libye, leur responsabilité dans le massacre qui se déroule aujourd'hui au Yémen? Faut-il rappeler la responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda? Mais c'est aussi contre leur propre peuple européen que la sauvagerie des gouvernements européens n'a cessé de s'exercer. Les Franco, Mussolini ou Hitler agissaient bien au nom des intérêts des classes dominantes de leur pays. Leurs liens avec les grands groupes industriels sont établis. La répression des mouvements populaires est la règle, comme le confirme aujourd'hui le comportement du régime macronien à l'égard des Gilets jaunes. Comment croire un seul instant que les mêmes classes dirigeantes, toujours au pouvoir, pourraient-elles se soucier du bien-être des peuples et des droits démocratiques des citoyens? L'Union européenne est une puissance impérialiste décadente. Les dirigeants politiques qui se disent de gauche et qui cultivent l'illusion qu'on pourrait changer l'Europe de l'intérieur de ses institutions, ceux aussi qui font croire qu'on pourrait faire la Commission tenir compte de nos spécificités, ou que les subventions européennes pourraient contribuer à notre développement, tous ces gens se font des complices objectifs des abus commis par les impérialistes occidentaux. La satisfaction de leurs ambitions personnelles les pousse à cacher le fait que l'Europe est une puissance décadente, qu'elle sombrera et que nous coulerions avec elle si nous en décrochions pas. Il faut rappeler que le fameux plan Marshall, initié par les USA après la Deuxième Guerre mondiale, et auquel l'Europe s'était soumise sans leur volonté commune d'endiguer la vague du système socialiste, en a fait un appendice de l'économie et de la politique états-unienne. Aujourd'hui, lâchés malproprement par leurs parrains états-uniens pour survivre à la compétition, prônent le American First, l'Union européenne en paie les conséquences. Les USA décident de sanctions contre la Russie. C'est l'économie des pays européens qui en pâtit. Tous les analystes sérieux savent que la puissance chinoise les évincera à terme. Face à cette évidence, la volonté de construire une entité commune vole en éclats.
Plusieurs pays s'associent déjà à la gigantesque entreprise de la Chine qui trace les nouvelles routes de la soie, Portugal, Grèce, etc. Le Brexit n'est qu'un premier coup de semonce qui annonce le délitement de l'Union européenne. Pour faire bonne mesure, la révolte gronde dans les néocolonies. La dictature du franc CFA est de plus en plus contestée et partout, l'exigence de la réparation des crimes et du pillage se fait entendre. Un point important sur lequel nous insistons cependant, cela ne signifie nullement que les multinationales européennes sont moins puissantes et donc moins dangereuses. En vérité, si les classes dominantes organisent le démantèlement des États, elles sauront s'accommoder aux mutations des institutions européennes. Macron, par exemple, en dépit de ses rodomontades sur la place de la France ou le rôle de l'Europe, se moque totalement du devenir de leurs institutions. Sa mission est de défendre les intérêts de la finance et des multinationales, des gouvernements qui installent le fascisme. Pour faire avaler la pilule de la construction d'une Union européenne au service des multinationales, on a beaucoup brandi l'argument que celle-ci était démocratiquement avalisée par les peuples. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'y croire. Les 29 mai et 1er juin 2005, les électeurs français et néerlandais ont rejeté par référendum le traité visant à établir une constitution pour l'Europe. Cela n'empêche absolument pas que leur pays soit de plus en plus soumis au diktat de l'Union européenne. Le peuple grec a démocratiquement porté au pouvoir des élus au mandat de refuser les politiques d'austérité. Les institutions financières et la Commission de Bruxelles ont imposé leur diktat par un chantage ignominieux. Le 23 juin 2016, les Britanniques ont choisi par voie de référendum de sortir de l'Union européenne. Presque tous les autres pays de l'Union européenne mènent, avec l'appui de leurs médias, une campagne de diabolisation du Brexit et cherchent à briser les reins de la Grande-Bretagne pour décourager d'autres départs. La démocratie occidentale a toujours été un leurre, mais aujourd'hui, face aux contestations populaires, conscients que leur système est menacé, les maîtres de l'Europe ultralibérale ont entrepris de muscler leur domination. Les lois liberticides se multiplient. Celles déjà votées au prétexte de lutter contre le terrorisme ont été employés contre des militants écologistes lors de la COP21, contre les opposants de la loi travail ou contre les activistes antinucléaires de Bure. La porte est ouverte à tous les abus. Dans l'article 3 de la directive 2017-541 du droit de l'Union, où sont définies les infractions terroristes, à côté de meurtres visant à terroriser la population, on découvre qu'être qualifié d'infraction terroriste des actes commis dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Retirer un projet de loi, par exemple, ou dans le but gravement déstabiliser les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d'un pays. La simple menace de commettre de tels actes entre aussi dans la définition. Bref, en droit européen, le piratage ou la destruction massive de biens ou la menace de le faire sont des infractions terroristes dès lors qu'il s'agit d'influencer une décision politique ou de déstabiliser des institutions. On saisit mieux, ainsi, le pourquoi de la diabolisation des Gilets jaunes par le gouvernement français. Derrière la carotte des subventions et la défense des consommateurs, le pillage ultralibéral. Une propagande massive et en quelque part raciste est faite pour expliquer que la Martinique ne pourra jamais se développer sans percevoir les subventions que lui distribue l'Europe. Les élus martiniquais sont régulièrement accusés d'être incapables de consommer les crédits accordés. Dans les faits, le système est organisé pour qu'il en soit ainsi.
Les difficultés dans lesquelles sont jetées les collectivités locales ne leur permettent pas de porter la participation obligatoire au financement des projets. Quant aux entreprises et associations locales, il leur est excessivement difficile de prétendre au financement. Le développement des initiatives locales est paralysé par l'incapacité d'autofinancement, le refus d'accompagnement des banques et les taux surélevés des prêts consentis. De toute façon, les lignes de crédit ouvertes correspondent au cadre et aux objectifs fixés par la Commission européenne. Ceux qui en tirent bénéfice sont les grandes entreprises européennes qui réalisent les infrastructures, qui donnent à la Martinique une apparence de pays développé, ainsi que la caste dominante locale qui sert de relais aux impérialistes. Le financement de voyages d'élèves par l'Europe ne justifie en aucune manière l'acceptation d'une telle domination. Au bout du compte, les entreprises françaises raflent les marchés, les travaux étant souvent réalisés par de petites entreprises sous-traitantes martiniquaises à prix cassé. À la précarité des emplois générés sur place s'ajoute le fait que la quasi-totalité des postes d'encadrement, tant dans le public que dans le privé, sont réservés aux Français. Les retours sur investissement sont particulièrement juteux pour les entreprises européennes. Prix monopolistique à la consommation avec retombées en TVA conséquentes pour l'État français, transport aérien, automobile et pièces détachées, taux de banque et téléphonie, etc. Au bout du compte, on constate que le pillage colonial n'a jamais été autant d'actualité. Il y en a qui prétendent que la Martinique n'a aucune ressource pour financer son indépendance. Imaginez que la France soit obligée de reverser à la Martinique les royalties correspondant aux immenses profits qu'elle tire grâce à l'implantation du port et de l'aéroport en Martinique. En conclusion, pas mon bâton pour battre nous. Vu la gravité de la situation et l'acuité de l'affrontement qui oppose les deux camps en présence, il est capital de ramener à la réalité ceux qui s'illusionnent et de démasquer les charlatans qui cherchent à tromper les peuples. Participer aux élections européennes revient à donner une légitimité au système et à ses sbires. Lors des élections européennes de 2014 en Martinique, l'abstention a atteint le taux significatif de 88,58% des inscrits. De plus, du nombre réduit des participants, il faut déduire 4,4% de bulletins blancs et 6% de bulletins nuls. Autrement dit, le peuple martiniquais ne se laisse pas endormir par le chant des sirènes des souteneurs de l'Union européenne et ceux qui n'ont aucune légitimité pour parler en son nom. À l'occasion des prochaines élections européennes, nous devons confirmer ce message par une abstention aussi massive. L'heure est à la résistance, à l'instar de tous ces peuples qui font tomber les dictateurs par leur mobilisation. Nous devons remplir notre mission historique en renforçant la lutte contre toute tutelle impérialiste et pour une véritable émancipation. Nous en sommes capables. Nous conclurons en reprenant les mots de Jean Abol, le président du CNCP, qui dit ceci: notre combat ne consiste pas à surmonter la soi-disant crise économique, il vise à renverser le système dominant. À l'ordre établi, nous devons opposer la construction d'une autre société. L'affrontement décisif a déjà commencé. Chacun et chacune doit choisir son camp. Choisir son camp, c'est s'engager concrètement, s'organiser et se mobiliser pour participer à l'affrontement entre ces deux mondes irréconciliables. Je vous remercie de votre écoute.